Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Je me présente, mon nom c'est Yann, je suis développeur web depuis plusieurs années et également formateur dans le monde de la création de sites internet. Donc j'ouvre cette chaîne en fait pour proposer au maximum de gens, à ceux qui voudraient se lancer ou à ceux qui aimeraient connaître un peu mieux la programmation, des tutos. Et le concept de la chaîne en fait, c'est de commencer par un apprentissage progressif qui va nous amener à étudier HTML, CSS, JavaScript avec jQuery et la programmation de sites internet avec WordPress pour la partie dynamique. Donc le concept, c'est vraiment des vidéos assez régulières et surtout des exercices qui vont vous amener du HTML à WordPress et donc à la publication d'un site internet qu'un de vos clients par exemple pourrait gérer lui-même. Très bien, donc dans cette première vidéo, je vais commencer par une introduction au HTML CSS et dans les liens de la vidéo, vous allez trouver un dossier zip qui s'appelle tuto HTML CSS. Vous pouvez le voir sur mon bureau ici. Je vous invite à le télécharger et à l'ouvrir aussi également. Et dans ce dossier-là, vous allez retrouver tous les éléments de travail dont on aura besoin. Donc, je vous résume rapidement ce qu'il y a dans ce dossier. Il y a tout d'abord une base de travail. Cette base de travail, en fait, c'est une structure de site avec le minimum requis pour qu'il fonctionne. C'est-à-dire que quand vous faites un site, vous allez vite comprendre qu'il y a beaucoup de parties de code qu'on récupère dans tous les sites. Et cette base de travail, qui est constituée de CSS, d'un dossier image, d'un fichier HTML et d'un dossier JavaScript, sera une base de travail qu'on va mettre à jour progressivement et qu'on va pouvoir utiliser surtout du début à la fin, même avec WordPress. Donc l'idée est là. Donc on va réutiliser toujours cette base de travail pour faire de nouveaux exercices. Ensuite, vous avez un second dossier qui s'appelle donc exercice, où on va retrouver 3 exercices de base, où à chaque fois on aura une maquette, un dossier où vous pouvez voir le travail terminé. Donc voici le premier, celui qu'on va faire aujourd'hui. Donc il y en aura 3 pour commencer, et ensuite on va rajouter d'autres exercices. Vous avez également des supports. Alors dans les supports, j'ai mis différents éléments pouvant vous apporter quelques éléments de réponse, notamment aux balises HTML. Donc vous avez un listing des balises HTML, comment l'ouvrir, comment la fermer, à quoi elle sert. Et là-dedans, vous pouvez piocher sans problème pour vous familiariser un peu plus avec le HTML. À noter, il n'y a pas toutes les balises HTML, évidemment, mais il y a les principales, celles que l'on va utiliser tout le temps pour réaliser un site validé W3C, donc un site correct. Vous avez également une documentation qui provient du site Codrops, un site absolument incroyable à mon sens, qui sont en fait des gens qui font beaucoup de recherches en termes d'interaction, en termes d'ergonomie, d'expérience utilisateur, et ils partagent tout ça. Donc ça, c'est vraiment génial. Sur ce site, vous allez trouver des tutos également avec les sources, et ça, c'est vraiment trop bien. Donc je vous ai mis une page où ils vont parler du layout, du module de layout Flexbox, qui est assez avant-gardiste, c'est celui qu'on va utiliser durant les cours. Vous avez également un tuto pour utiliser le FTP, on en aura besoin un peu plus tard. Il y a également un programme, donc qu'est-ce que vous êtes censé être capable de faire après avoir suivi ce programme-là. Vous avez également un fichier qui contient les principales propriétés CSS pour mettre en forme une page HTML. On reviendra sur ces concepts dans un tout petit moment. Mais ici, vous n'avez pas toutes les propriétés CSS, mais vous avez vraiment les principales qui vont vous être utiles réellement dans toute votre carrière de développeur, j'ai envie de dire. Vous avez également la sémantique, un support de cours où vous avez en gros un résumé déjà d'où provient Internet, comment est-ce qu'il fonctionne, quel est le réseau, quels sont les protocoles utilisés, HTTP, SMTP, FTP, etc. Alors ça, vous pouvez le lire à la limite chez vous. En termes de culture générale, ça peut être intéressant, mais c'est pas avec ça que vous allez apprendre à programmer, évidemment. Également, je vous ai fait un petit graphique sur lequel on va revenir très vite, qui va nous introduire justement au développement d'un site HTML. Et commençons par ceci. La première chose importante pour moi, à travers tout le monde du web, et mon Dieu qu'il est vaste,
c'est à quoi servent les différentes technologies utilisées. Vous avez sans doute entendu parler HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL et plein d'autres, Node.js, Angular. Eh bien pour moi, il est important de réellement mettre dans des cases et de définir à quoi servent chacune de ces technologies. Pour ceci, j'ai ce petit graphique qui va illustrer tout ceci. Donc pour moi, le web, il est divisé réellement en deux parties. Comme on peut voir ici, nous avons le web statique et le web dynamique. C'est vraiment deux parties bien distinctes, très différentes l'une avec l'autre. Quand on parle de web statique ou de web dynamique, ça ne veut pas dire des animations ou des interactions. Un web statique, c'est un site internet où le contenu est directement tapé dans le fichier HTML. C'est-à-dire que pour modifier votre site, vous devrez ouvrir votre fichier avec un éditeur de code et changer par exemple une virgule à la main. Donc là, c'est vraiment statique. Le web dynamique, c'est très différent. Quand on parle de dynamisme, ça veut dire que les données, qu'est-ce que les données d'un site web? Eh bien, ce sont du texte, des images, des vidéos. Le contenu peut être modifié par un utilisateur n'ayant aucune connaissance en programmation. Pour ceci, on utilise souvent des outils nommés CMS, qui sont en fait des gestionnaires de contenu. Voilà. Donc il y a vraiment une grosse différence. Nous avons d'un côté le web statique, où tout est écrit dans le code, et de l'autre côté, nous avons le web dynamique, où on utilise des gestionnaires, des CMS, comme WordPress, Joomla et plein d'autres. On va commencer évidemment par la partie web statique. On ne va pas brûler les étapes, on va vraiment faire les choses les unes après les autres. Pour moi, il y a déjà deux choses. La partie design et la partie interactive d'un site internet. Le design, c'est typiquement quelle est sa mise en forme. Est-ce qu'il est fait sur une colonne, deux colonnes? Est-ce que le fond est vert? Est-ce qu'il y a une image de fond? Quelle est la largeur de la colonne de gauche? Ce genre de concept-là. Je ne parle pas évidemment des croquis crayons ou d'une maquette Photoshop. On n'est pas là pour faire du Photoshop. Donc pour moi, il y a deux technologies qui permettent de faire du design. La première, c'est le HTML. Le HTML, c'est un langage de mise en forme qui est balisé. C'est-à-dire qu'on utilise des balises pour définir, voilà, un paragraphe, voici un titre, voici une colonne, voici une section de contenu, voici un menu de navigation. Le HTML sert à structurer une page internet. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Vous avez ce site internet-ci, par exemple. Eh bien, le HTML va servir à définir que cette partie-ci, suivez bien ma souris, sera le header du site. Donc le header est une balise qui va permettre de définir cette partie supérieure. Nous avons ensuite une autre section de contenu. Donc la section est une balise HTML qui va définir un autre élément de contenu, totalement différent. Si je scrolle un peu plus bas, nous avons encore une autre section de contenu qui va définir par exemple des news. Et sur la droite, j'ai une autre section de contenu qui va contenir un agenda. Donc HTML, c'est ça, c'est structurer une page en mettant des colonnes, en mettant un header, des sections et un footer. Le footer, par exemple, ici, il se trouve juste là en bas. Par défaut, quand vous faites du HTML, quand vous tapez du code HTML, celui-ci n'a aucune apparence. Donc si vous créez une section, plusieurs sections de contenu, elles seront disposées les unes sous les autres, sans aucune mise en forme, ça il faut le savoir. C'est-à-dire que vos textes auront tous la police par défaut du navigateur et vous n'aurez aucune apparence. Donc le HTML sert à mettre en place la structure de votre site. La deuxième technologie, c'est CSS, donc les feuilles de style. Donc pour ceux qui seraient un peu graphistes et qui connaissent InDesign, ça doit vous dire quelque chose. C'est un peu le même principe, et même dans Word d'ailleurs. Dans Word, vous tapez d'abord du texte au kilomètre. Dans InDesign aussi. Et ensuite, vous créez des styles que vous allez appliquer sur les caractères, sur les paragraphes. Vous allez par exemple, grâce au style d'InDesign de Word, ajouter une bordure, une couleur de fond, changer la typographie. Eh bien, en programmation, c'est pareil. C'est-à-dire que nous avons un fichier brut HTML où on a une structure, et cette structure, on la met en forme avec la CSS. Donc CSS, c'est vraiment définition des couleurs, définition de la police, définition des fonds de couleurs, définition des largeurs des contenus HTML, tout va se faire avec ça. Donc si vous connaissez HTML, CSS, vous pouvez très bien réaliser ce design-là. Le design de ce site, EJMA, vous pouvez le faire.
tout ce que vous voyez bouger ou qui est interactif lorsque je clique avec la souris, ceci est la deuxième partie, la partie interactive du site internet. Donc JavaScript sert à gérer les events, les événements souris. Par exemple, avec JavaScript, vous pouvez détecter le clic d'une souris, un scroll, ou sur un iPhone ou un Android lorsque quelqu'un touche l'écran. JavaScript va vraiment, dans un premier temps, servir à ça, à détecter des clics. Et la CSS3 va servir à créer des animations. Par exemple, avec JavaScript, je clique sur ce bouton et je déclenche une animation qui va faire bouger en fait notre slider vers la gauche, voyez? Donc les deux sont ensemble. Quand je clique, eh bien la CSS3 fait bouger la slide. Donc ça, ce sera vraiment dans un autre temps. Et ensuite, pour finir, ce sera contenu et gestionnaire de contenu, c'est-à-dire qu'on va utiliser PHP pour effectuer des requêtes sur une base de données. C'est des concepts un peu éloignés, mais j'en parle vite comme ça, pour mettre en place un peu les choses. Et ici, j'ai fait une erreur, j'ai remis CSS3, mais en fait, c'est MySQL qui permet de gérer une base de données, d'ajouter des éléments, supprimer des éléments, ou encore modifier des éléments, sans aller plus loin. Vous allez peut-être me dire, on voit CSS et CSS3. Quelle est la différence? Pourquoi est-ce que j'ai CSS dans le design et pourquoi dans la partie interactive et animation? Eh bien, CSS3 est une évolution de la CSS. Donc la CSS, basiquement, sert à mettre en forme. Et depuis la CSS3, vous le verrez à travers les tutoriels, on peut animer des éléments. Oui, il fut un temps pas si loin que ça, en fait on animait aussi avec JavaScript. Donc JavaScript prenait les events et faisait aussi l'animation. Maintenant, ça n'est plus le cas. Maintenant, on est vraiment dans quelque chose, dans un monde du web où on a beaucoup de mobiles. Et le problème du JavaScript, c'est que ces animations sont extrêmement lourdes et elles saccadent sur un mobile. Par contre, si vous animez en CSS3, vos animations seront extrêmement fluides et bien plus optimisées pour un téléphone. Donc voici en gros le tableau du web d'aujourd'hui. Et j'ai pas mis toutes les technologies, hein. J'ai pas parlé d'Angular, j'ai pas parlé de Node, de Ruby, enfin il y a tellement de choses, il faut commencer par la base. Et pour nous, la base, ça va être d'utiliser HTML et CSS pour mettre en forme un site internet. Donc voici ce tableau, et je vais tout de suite vous présenter rapidement le premier exercice sur lequel on va partir aujourd'hui. Donc les exercices se trouvent dans le dossier 01 exercice, et nous avons l'exercice 1, une colonne. Nous avons une maquette. Donc la maquette, elle a été faite sous Photoshop. Comme vous pouvez voir, c'est pas foufou. On va commencer tranquillou, hein, on va pas prendre des trucs trop compliqués. Donc cette maquette, elle m'indique très peu d'informations. Elle me dit que mon site fait une largeur de 1200 pixels de large. Elle m'indique également que le site est centré au milieu du navigateur. J'ai également une information sur tous les espaces. Donc on a des espaces un peu partout qui sont de 20 pixels. C'est-à-dire que j'ai un espace de 20 pixels entre le début de l'image et le site. On a une petite gouttière ici, une petite gouttière de l'autre côté, une en dessous aussi, on ne la voit pas là. En fait, on a des espaces de 20 pixels partout. Nous avons aussi sur la gauche une information qui définit la police, une information qui va définir la taille de police, aussi l'interlignage. Donc toutes ces notions seront abordées. Je peux vous le montrer fonctionnel, donc il est ici, index.html, si je l'ouvre. Voilà, donc voici à quoi va ressembler notre premier exercice. Vous voyez, on va faire aussi du web responsive. Donc responsive, tout bêtement, ça veut dire que ce site s'adapte à la taille de votre device et à la taille du navigateur. Donc ça, c'est quelque chose de très important. À l'heure actuelle, on ne fait vraiment plus du tout de sites avec une largeur fixe et des sites avec une scroll bar. On fait des sites optimisés mobiles. Donc la technologie responsive est également inclue dans tous nos exercices. Le responsive, c'est en CSS, c'est-à-dire qu'on on va donner des largeurs flexibles à tous les contenus. Mais ça, vous le verrez dans très peu de temps. Donc pour cet exercice, on va déjà devoir s'intéresser à notre base de travail. Ça, c'est quelque chose que je vous fournis, qu'on va garder. C'est-à-dire que c'est un site internet, si vous voulez, mais qui n'a aucun contenu. Si j'ouvre le fichier index.html avec le navigateur, vous voyez que c'est
totalement vide. Il n'y a rien du tout. Mais c'est faux. En fait, il y a quelque chose dedans. En fait, il y a toutes les balises HTML de base qui sont nécessaires pour tous les sites internet. Je vous propose d'ouvrir les différents fichiers qui se trouvent dans la base de travail et on va rapidement faire le tour et je vais vous expliquer quelles sont les balises, à quoi elles servent, afin de mieux vous faire comprendre tout ça. La première chose à faire, ça va être de préparer un peu notre espace de travail en termes de logiciel. Pour faire du web statique, pour faire du HTML et CSS, on n'aura besoin que de 2 programmes. Oui, et gratuits en plus. Le premier, c'est un navigateur. Donc vous en avez tous un, j'imagine. Vous connaissez sans doute Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla, Firefox et plein d'autres. Ce que je vous conseille pour faire ces tutos, c'est d'utiliser Google Chrome. Pourquoi? Parce que Google Chrome propose en fait un debugger extrêmement performant. Donc je vous conseille de télécharger Google Chrome, ça c'est une première chose. Et le deuxième logiciel dont on aura besoin, c'est Sublime Text 3. Donc si vous tapez dans Google Sublime Text 3 et que vous validez, vous avez le lien qui va vous amener directement sur le site officiel de cet éditeur de code. Sublime Text est un éditeur de code extrêmement basique, idéal pour apprendre à programmer à mon sens. Vraiment idéal, bien mieux qu'un Dreamweaver d'Adobe qui est bourré de barres d'outils où on ne comprend pas trop ce qu'on fait. En fait, on va faire une programmation extrêmement route, c'est-à-dire on va vraiment partir de zéro, croyez-moi, de zéro total. Donc Sublime Text 3 est un éditeur de code. Avec Sublime Text, on peut éditer du HTML, de la CSS, du JavaScript, du PHP, tout, il n'y a pas de souci. Encore plus cool, il est disponible pour macOS 10, Windows et même Ubuntu, donc une distribution Linux qui est bien connue. Vous pouvez donc le télécharger, moi j'ai macOS 10, donc je clique ici. Le téléchargement est donc en cours. Ah oui, autre chose importante, que vous soyez sur Windows, OS 10 ou même Linux, vous pouvez faire le tuto, il n'y a aucun souci. Tous les outils qu'on utilise sont compatibles, donc Chrome aussi, il n'y a pas de souci. Voilà, donc une fois que vous avez téléchargé, vous pouvez installer Sublime Text. Chez moi c'est fait, vous pouvez le voir, il est juste ici, donc il a un icône de base, une touche avec un S, et ceci va nous permettre de développer notre site internet. Une fois que vous avez tout, vous pouvez ouvrir le fichier index.html avec Sublime Text, et là, waouh, vous avez le contenu de ce fichier qui est maintenant présent. Donc vous avez remarqué, ce fichier s'appelle index.html. Donc le .html, c'est l'extension. C'est cette extension en fait qui va permettre au browser de savoir que c'est une page internet et il va pouvoir traduire le code qui se trouve dedans. Pour le moment, il y a très peu de code, il n'y a que ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le navigateur se trouve sur une page web, il va lire très rapidement de haut en bas le contenu de ce fichier et il va en faire une représentation physique en fait. Parce que par défaut, un site internet, c'est que du code en fait. C'est que des balises comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est très important. Pourquoi est-ce que ce fichier s'appelle index? C'est aussi important. On aurait pu l'appeler accueil.html ou home.html. Donc ça, c'est vraiment notre home page. Il faut savoir une chose, c'est que lorsque vous créez un site internet, la page d'accueil par défaut s'appelle toujours index. Tout le temps, tout le temps. En fait, c'est une norme, c'est une standardisation. Si vous déposez ces fichiers-là sur un vrai serveur, eh bien, le fichier index va apparaître lorsque vous vous connecterez à votre site. Si vous tapez monsite.com, en admettant que ce soit le vôtre, vous verrez le contenu du fichier index.html par défaut, car il s'agira de la page d'accueil. Ensuite, dans un site, il peut y avoir d'autres pages, comme par exemple contact.html, présentation.html, portfolio.html, etc. Toutes les pages seront un fichier. Voilà. C'est comme ça que ça va marcher. Donc au début, on va faire qu'une home page, mais plus tard, on aura d'autres fichiers .html qui seront les autres pages du site. Donc ça, c'est très important. Très bien. Donc dans ce fichier index.html, qui est donc notre page de garde, c'est ici qu'on va coder la structure de notre site. C'est ici qu'on va définir le header, le footer et les différentes sections.
Donc je vais vous présenter rapidement le contenu de ce qui est déjà présent dans la page. À commencer à la ligne 1, vous avez cette balise avec écrit doctype HTML. Cette balise en fait sert à décrire quel type de document il s'agit, tout simplement. Permet de savoir au navigateur, ah, ceci est du HTML. C'est sur la ligne 1, donc tout ce qui est en dessous est donc du HTML. Et je vais l'interpréter comme étant du HTML, et pas de la CSS ou du JavaScript. Ça, c'est très important. La deuxième balise, qui est HTML, permet de préciser la langue de notre site. Moi, j'ai mis FR, et en fait, ça c'est utile pour Google aussi. Google saura dans quelle langue sera votre site. Vous pouvez aussi mettre EN, DE, IT, hein, tout dépend de votre région linguistique. Ensuite, vous avez à la ligne 4 une méta qui va en fait définir quel est le jeu de caractères de votre site. En l'occurrence, le jeu de caractères, le charset, est UTF-8, donc c'est l'encodage de caractères qui fonctionne bien pour notre langue en fait, hein, pour l'anglais, pour de l'italien, pour de l'allemand, etc. Vous avez aussi d'autres charsets. Vous avez de l'ISO, vous avez plein de charsets ISO. N'étant pas un spécialiste de ceci, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous faites du cyrillique, vous allez utiliser un autre charset. Mais bon, dans notre cas, le UTF-8 est suffisant. Ensuite, vous avez à la ligne 5 une autre méta, et cette méta, en fait, permet de déterminer l'affichage du site en fonction du device sur lequel il va s'afficher. Si par exemple vous êtes sur un Nexus, un mobile sous Android, eh bien la largeur du site sera égale à la largeur de la device. Il va s'adapter à la largeur de la device, très intéressant. Ensuite, il y a la gestion du zoom. Vous savez que par défaut, quand vous allez sur une page web, vous pouvez, des fois, mais pas toujours, vous pouvez zoomer dans la page. Donc, si vous définissez un initial scale à 1, ça veut dire que le zoom de départ est à 100%. C'est-à-dire que le site n'est ni dézoomé ni zoomé. Il est à 1, échelle 1,1. Ensuite, vous avez user scalable. Ça veut dire, qui est égal à 0, donc ça veut dire est-ce que l'utilisateur a le droit de zoomer ou non dans la page. Si vous mettez 1, le zoom est activé. Si vous mettez 0, il est désactivé. Minimum scale, ça veut dire quel est le zoom minimum, et maximum scale, quel est le zoom maximal. Donc vous pouvez dire qu'il peut zoomer à 2, ça veut dire qu'il peut faire du 200%, voyez. Donc ça, vous pouvez préciser. Par défaut, les standards actuels, c'est le réglage que j'ai mis là. Donc vous n'avez pas à le toucher, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, vous avez à la ligne 6 une balise link qui permet de lier un autre fichier dans notre page. Exactement comme dans InDesign où vous allez lier par exemple des images ou d'autres choses. Et ici, on va lier une feuille de style, CSS. Donc le fichier qui va permettre la mise en forme du contenu qu'on va écrire dans notre fichier. Donc il est lié ici. Donc ce fichier CSS, où est-ce qu'il se trouve? Vous voyez, ici il y a un attribut de balise qui s'appelle href, et en fait ce href va chercher le fichier de CSS. Et ce fichier, il se trouve dans le dossier CSS, et ici nous avons le fichier screen.css. Ce fichier va permettre de mettre en forme le HTML. Screen, ça veut dire écran, donc c'est la mise en forme du site pour les écrans. Vous pouvez aussi avoir un fichier qui s'appelle print.css. Ce fichier CSS servira à la mise en forme de votre site si un internaute l'imprime. Et vous avez un autre fichier qui se trouve ici, qui s'appelle reset.css. Ce fichier sert à mettre tous les styles des navigateurs à 0. Car il faut le savoir, par défaut, tous les navigateurs ont une feuille de style intégrée. Et leur feuille de style est différente de l'un à l'autre. Ça veut dire que si vous faites un site internet sans faire un reset de son apparence, votre site aura une apparence différente entre Google Chrome et Internet Explorer par exemple. Donc il est très important d'effacer les styles par défaut des navigateurs. C'est le cas, hein. C'est le cas dans cette base de travail, vous n'avez pas de souci avec ça. Cette feuille de style, elle est donc liée à ce document, et dès qu'on va justement taper une balise HTML pour définir par exemple un paragraphe ou un titre, elle sera mise en forme grâce à celle-ci. Ça c'est super cool. Qu'avons-nous d'autre? Nous avons un dossier images. C'est ici qu'on va mettre nos images, par exemple notre logo, des photos qui vont se trouver dans le site, hein. Donc les images pour le web, c'est du format JPEG, GIF ou PNG 24 pour la transparence.
Et nous avons un dossier JS qui est vide pour le moment, qu'on utilisera plus tard lorsqu'on fera du JavaScript. Donc une des notions dans l'arborescence d'un site, car ceci en est un, c'est qu'on va créer des dossiers pour séparer les choses qui sont de nature différente. Par exemple, les feuilles de style, donc tous les fichiers à l'extension .css se trouvent dans un dossier CSS, toutes les images se trouvent dans le dossier des images, tous les JavaScript se trouvent dans les JavaScript, et notre fichier index, c'est la home page. On pourrait créer un autre dossier page, où on ajouterait par exemple les autres fichiers HTML, comme la page contact, la page à propos, et j'en passe. Donc voici pour cette base de travail. Donc la vidéo commence à devenir un peu longue, je vais m'arrêter là. Donc ça c'était vraiment l'introduction pour découvrir un tout petit peu le monde de la programmation. On a vu vite fait quels sont les fichiers et à quoi est-ce qu'ils vont servir. Dans la prochaine vidéo, nous allons réaliser, grâce à cette base de travail, l'exercice une colonne. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour la suite de ce tuto. Merci.